professionnelle québécoise, on considère que c'est l'équivalent de 900 heures. Et dans un fameux EED, là, ce qu'on appelle les établissements d'enseignement désignés. Vous devrez avoir complété vos études. On va vouloir avoir à la fois une attestation de complétion de vos études, souvent une lettre ou un courriel envoyé par les services de l'université, du cégep ou du centre de formation professionnelle, mais aussi d'un relevé de notes final. OK? Vous devrez bien évidemment avoir respecté les conditions de votre permis d'études pour pouvoir vous prévaloir du permis de travail post-diplôme. Et entre autres, vous devrez avoir été étudiant à temps plein pendant l'ensemble de votre formation. OK? Sauf le dernier trimestre où on peut toujours être à temps partiel. Il peut y avoir des congés autorisés de 150 jours maximum. Et pendant la COVID, les pauses d'études ou le temps partiel pendant certaines sessions là, de l'hiver étant été 2020 n'auront pas d'impact sur votre admissibilité. Je sais que c'est encore une fois une exemption COVID. Ne prenez pas pour acquis que ce soit étendu aux sessions de 2021. Il n'y a rien qui nous le garantit encore. On va voir comment le gouvernement fédéral va ajuster ses programmes. Vous ne serez pas éligible si vous avez déjà demandé un post-diplôme. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez le droit à un dans votre vie d'étudiant étranger, un permis de travail post-diplôme. Dans certains cas de boursier international, il y aura des conditions à votre bourse, à savoir que vous rentiez au pays d'origine, souvent. Donc, tant et aussi longtemps que les conditions de votre bourse n'auront pas été rencontrées, vous n'êtes pas en mesure de faire la demande de permis de travail post-diplôme. Vous devrez prouver, par exemple, que vous êtes rentré au pays et que vous avez rempli les conditions de votre bourse avant d'être éligible au permis de travail post-diplôme, le cas échéant. Les programmes d'études qui sont en majorité en correspondance, donc plus de 50%, ne vont pas vous ouvrir la porte au permis de travail post-diplôme. Et donc, il y a une distinction entre un programme d'études qui est en majorité par correspondance versus un programme d'études qui a dû être en correspondance pendant la COVID. Pas la même chose. Il y a des exemptions pour les situations de COVID. Évidemment, si votre établissement, c'est un établissement d'enseignement non canadien ou qui n'est pas un établissement d'enseignement reconnu, ça ne fonctionnera pas. Et pour les cours d'intérêt général de cuisine canadienne, malgré qu'on n'est pas reconnu pour notre art culinaire, là, mais par exemple des programmes de langue, comme je vous disais tout à l'heure, vont non seulement limiter souvent vos droits de travail pendant les études, ils ne vont pas vous ouvrir la porte à un permis de travail post-diplôme non. OK? Qu'est-ce que c'est que le permis de travail post-diplôme? C'est un permis de travail qu'on dit ouvert. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que les permis de travail ouverts sont des exceptions. OK? Ce n'est pas la norme. Ne demande pas un permis de travail ouvert qui veut. Généralement, les lois canadiennes vont exiger qu'un permis de travail soit fermé à un poste, fermé à un employeur, fermé à un lieu de travail dans l'optique de protéger le marché du travail canadien et s'assurer que nos citoyens, nos résidents permanents sont en emploi avant de permettre à des étrangers de venir occuper des emplois chez nous. Le Code du permis de travail ouvert post-diplôme vise en quelque sorte à vous donner aux étudiants étrangers qui ont investi dans leur formation à travers des programmes canadiens, des établissements d'enseignement canadiens, vous donner une possibilité de tester la valeur de votre formation dans le marché du travail canadien. OK? Je vais calquer sur celle de votre formation. Donc, vous avez fait une formation qui a pris 2 ans, vous aurez généralement un permis pour 2 ans. Vous avez fait une formation qui a pris 3 ans, vous aurez un permis d'études, un permis de travail post-diplôme pour 3 ans. Dans certains cas, je dirais surtout en formation professionnelle, on sera en mesure de combiner quelques programmes d'études et d'aller chercher un permis de travail post-diplôme qui est basé sur, exemple, un DEP et un ASP combiné. OK? Soumettre la demande, eh bien, vous avez 180 jours après l'obtention de vos notes finales pour le faire. Donc, je reviens à ce que je vous parlais tantôt par rapport au boursier international. Vous avez une condition de rentrer dans votre pays, vous terminez vos études, vous rentrez dans votre pays, vous obtenez les confirmations que vous avez rempli toutes les conditions de votre bourse, 180 jours pour faire la demande de permis de travail post-diplôme valablement. Après ça, votre diplôme ne sera plus capable de supporter une demande de permis de travail post-diplôme. OK? Vous pourrez effectivement la soumettre à partir du Canada, mais
ça vous prendra un statut valide, donc soit un permis d'études ou que vous allez basculer sur un statut de visiteur, par exemple. Ou si vous avez quitté le Canada, vous pourrez la soumettre à l'étranger sous réserve du délai dont je viens de vous parler. OK? Il y a une prolongation du permis de travail post-diplôme dans des cas exceptionnels qui a été annoncé en janvier 2021. Je ne me trompe pas, on en parle un peu plus loin. OK? Donc, en ce moment, là, on a des règles COVID un petit peu différentes. Je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. Je reviens un peu plus en détail là-dessus. Votre post-diplôme ne sera pas invalidé ou vous n'aurez pas perdu votre opportunité de le faire si vos cours qui étaient en personne au Canada généralement ont transféré en ligne à cause de la COVID. Si vous avez dû faire des pauses ou étudier à temps partiel pendant les 3 sessions de 2020. OK? Là, vous voyez que dans tous les cas, 100% des études faites en ligne à partir de l'extérieur du Canada vont vous permettre de, à cause de la COVID, là, vont vous permettre quand même de vous qualifier pour le post-diplôme. OK? Même le temps d'études que vous aurez fait hors du pays, OK? Là, je parle de règles fédérales. Donc, si vous avez entre le printemps 2020 et la fin de l'année 2021 dû étudier à partir de l'extérieur du pays à cause des règles COVID, vous ne perdrez pas cette durée-là dans le calcul de la durée de votre permis de travail post-diplôme. OK? Là, on a une petite mise en garde. Encore une fois, ce que je vous dis, ça évolue de façon régulière. On va le voir tout à l'heure, il y a la règle de prolongation du permis de travail post-diplôme. Peut-être va être modulée dans le futur. Assurez-vous de prendre le temps de mettre à jour votre réalité lorsque vous serez rendu à cette étape-là. Vous avez un lien dans la présentation ici qui va vous permettre d'aller chercher votre admissibilité au permis de travail post-diplôme, je dirais en temps réel, lorsque vous serez rendu à faire cette demande-là. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, il y a maintenant moi, je vous la présente comme étant une prolongation du permis de travail post-diplôme en vertu d'une politique d'intérêt public, parce que ce n'est ouvert qu'à des détenteurs récents, je dirais, de permis de travail post-diplôme. OK? Donc, effectivement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir accès à un nouveau permis de travail ouvert pour un nouveau 18 mois, indépendamment de la durée de votre premier permis de travail post-diplôme. OK? Que cette politique d'intérêt public va ajouter à tous les gens admissibles et qui le demandent un extra 18 mois de permis de travail ouvert. Pour être éligible, OK? Et là, le point 1 va peut-être vous faire donner un peu des migraines, mais prenez quelques minutes avec moi pour bien comprendre ça. Pour être éligible, vous devez détenir un permis de travail post-diplôme ou en avoir détenu un qui a expiré depuis le 30 janvier 2020 ou qui expirera au plus tard, 4 mois après le 27 juillet 2021, qui est la date finale où on peut déposer notre demande en vertu de cette politique d'intérêt public. Et je vous dis, et où la soumission de votre demande de permis de travail en vertu de cette politique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si votre permis d'études excusez-moi, là, un petit lapsus, si votre permis de travail post-diplôme a expiré entre le 30 janvier 2020 et le 27 juillet 2021, vous pouvez, dans les 4 mois qui précèdent l'expiration de votre permis de travail post-diplôme et jusqu'au 27 juillet 2021, la première de ces dates-là, OK, ou la dernière de ces dates-là, déposer une demande de prolongation de votre permis de travail post-diplôme. Pour pouvoir bénéficier de cette ouverture-là, vous devez être présent au 27 janvier 2021 et être demeuré au Canada depuis. On veut vous ouvrir notre marché du travail, c'est parce que vous êtes ici avec nous et on veut vous donner cette possibilité-là. Vous devez avoir soit un statut valide au Canada ou procéder à un rétablissement de statut en le faisant la demande. Et comme je vous disais, la demande va devoir être déposée en ligne avant le 27 juillet. Ce qui veut dire, si on lit les choses un peu à l'envers, que si votre permis de travail post-diplôme expire plus de 4 mois après le 27 juillet, vous n'avez pas accès à cette politique d'intérêt public. OK?
Donc, un permis qui expire entre le 30 janvier 2020 ou 4 mois après le 27 juillet, on s'entend que ça va être 27 novembre. Oui, je calcule bien. C'est ces gens-là qui auront une possibilité de faire une prolongation de permis de travail post-diplôme et obtenir un nouveau 18 mois ouvert. OK? Est-ce que ça sera prolongé par le gouvernement fédéral? Je ne sais pas. Sinon, je ne travaillerais pas les vendredis si j'avais tous ces secrets-là. OK? Donc, restez alerte s'il y a des changements et que votre permis vient à échéance quelque part en début 2022 ou fin 2021. Peut-être que vous aurez une opportunité de prolonger ce permis de travail post-diplôme si cette politique était reconduite. OK? Aussi, le travailler après les études, OK, il y a un permis de travail qu'on utilise beaucoup au Québec qui vont vous permettre souvent, OK, dans la majorité de vos cas, je vous dirais, fameuse résidence permanente qui tarde un petit peu à arriver en ce moment. OK? Donc, c'est l'exemption A75. OK? Si vous avez une chose à retenir dans le temporaire aujourd'hui, là, c'est cette exemption-là, elle est très, très, très utile, comme je vous ai dit. Pour qu'elle soit applicable à vous, vous devez avoir un certificat de sélection du Québec valide, un permis de travail valide et n'importe quelle offre d'emploi d'une entreprise canadienne. OK? 3 conditions. Résider au Québec, on s'entend, ça va de soi, là. Un certificat de sélection du Québec valide, un permis de travail valide et n'importe quelle offre d'emploi déposée via le portail de l'employeur d'une entreprise québécoise, canadienne, va vous permettre d'aller chercher un permis de travail en vertu de la dispense A75. Pourquoi, quand je vous parle d'une dispense, c'est par rapport à ce que je vous disais au début, on protège le marché du travail canadien généralement en donnant des permis de travail fermés. Et pour le faire, d'habitude, on fait ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail. Bien, ce permis-là, A75, est dispensé de faire l'étude d'impact sur le marché du travail et le CAQ pour travail que vous aviez déjà fait pour les études. Donc, c'est un permis qui va devenir fermé, donc lié à un employeur spécifique, à un poste spécifique, à un ou des lieux de travail. Généralement, il va avoir une durée de 2 ans et sera renouvelable. Vous avez peut-être vu dans les précédentes diapositives des mentions où est-ce qu'on indiquait que la durée de validité dépendait de la validité de votre passeport. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les autorisations temporaires, le Canada n'émet jamais de document qui outrepasse la validité de votre passeport, de votre document de voyage. Ce qui veut dire que si vous avez un passeport qui est valable pour 11 mois, vous n'aurez pas 2 ans, même si votre employeur a demandé 2 ans, vous obtiendrez le 11 mois qui reste sur votre passeport. OK? Cette demande-là va se faire en ligne dans l'immense majorité du temps. Certains cas par la poste, là, je vous dirais, c'est quasiment des cas d'handicap lourd qui empêchent d'utiliser l'électronique. Et lorsqu'il n'y a pas de virus qui se promène, on est capable parfois de le faire au poste frontalier. Et à la question que vous allez me poser, je ne sais pas quand la frontière sera ouverte et nous permettra d'aller gérer les demandes à la frontière. Vous allez me dire, j'ai lu quelque part que M. Untel avait réussi à aller faire un permis à la frontière. Pas impossible. Mais en ce moment, ce n'est pas recommandé. Et il n'y a pas une situation qui est pareille. Vous pourriez avoir vos réalités personnelles qui sont propres, la durée de votre autorisation et votre parcours migratoire. Donc, soyez vigilants quand vous voulez aller au poste frontalier. Ce n'est pas une solution miracle à tout coup. À fortiori, pendant la plus forte raison, là, pendant la pandémie, on ne veut pas en ce moment aller à la frontière. L'Agence des services frontaliers canadienne n'a pas comme priorité de traiter les demandes d'immigration. Okay? Donc, le A75 va être une façon pour vous de maintenir un statut de travailleur en attendant la résidence permanente ou est-ce que votre statut va devenir évidemment permanent et beaucoup plus stable. OK? Donc, les statuts des membres de la famille, comme vous le savez, les époux, épouses ou les conjoints de fait sont les seuls qui sont reconnus comme
en droit canadien. Donc, il n'y a pas d'union civile, il n'y a pas de Pacs français qui sont reconnus en soi. L'union civile brésilienne, l'union de fait brésilienne n'est pas en soi constitutive du statut conjoint de fait. Donc, un mariage ou la relation de conjoint de fait, qui veut dire 1 an de vie commune à la même adresse, soit un statut de visiteur dans certains cas, ou des permis de travail. Le C-41 ou le C-42, c'est les exemptions qui découlent de votre statut à vous, là, ou la demanderesse principale. Le C-41 pour les conjoints de travailleurs, le C-42 pour les conjoints d'étudiants. Il faut comprendre que le droit de le demander ne garantit pas, comme je vous disais d'entrée de jeu, l'approbation des statuts. OK? Donc, c'est important de bâtir des bonnes demandes, de prendre le temps de répondre à toutes les exigences canadiennes et de ne pas assumer que parce que nous, on a un permis d'études, que notre épouse va recevoir son permis de travail ouvert directement. Pour les enfants mineurs à charge, je pourrais même vous dire les enfants à charge, parce qu'au Canada, on considère que jusqu'à 22 ans, donc 21 ans et inclusivement, vos enfants vont être à charge. À partir de 22 ans, vont devoir faire leur propre demande. Donc, vos enfants à charge pourront faire peut-être des études primaires ou secondaires sans permis d'études, soit s'ils sont déjà au pays, OK, ou lorsque la frontière est ouverte, lorsque vous venez d'un pays qui est dispensé de visa. OK? Donc, en ce moment, les enfants mineurs, la grosse majorité, là, ceux qui arrivent au Canada, ils arrivent avec un permis d'études maintenant, à cause des règles pandémiques qui empêchent les gens de prendre l'avion sans un permis d'études approuvé. Pour ce qui est des frais de traitement, donc, vous avez ici un petit récapitulatif des différentes demandes temporaires qu'on a parlé tout à l'heure, et vous avez les coûts qui viennent avec ça. OK? Donc, vous avez soit le visa des résident temporaire, qui ce qu'on appelle aussi une fiche de visiteur pour les enfants non scolarisés, qui va vous coûter 7 $. L'AVE, pour ceux qui en ont besoin d'une, c'est 7 $. Ceux qui doivent obtenir un permis d'études devront aller chercher, comme vous l'avez déjà vécu pour la majorité, la clé québécoise pour le permis d'études, donc le CAQ va être préalable à la demande de permis d'études. Pour travailler après les études, vous aurez probablement dans l'ordre le permis de travail post-diplôme. Donc, puisque c'est un permis ouvert, vous avez 2 frais à payer. Faites attention parce que le gouvernement fédéral ne prêche pas par excès de clarté dans ce cas-là. Et vous devez sélectionner 2 frais. Donc, le frais du permis de travail plus l'extra du permis de travail ouvert pour un coût total de 255 pour n'importe quel permis ouvert, qu'il soit le post-diplôme ou qu'il soit le permis d'un conjoint d'une conjointe. De la même façon, la prolongation de votre PTPD en vertu de la politique d'intérêt public va vous coûter le même 100 $ pour le permis ouvert et 155 pour le permis initial. Dans le cas du permis de travail A75, qui va dans plusieurs cas suivre votre permis post-diplôme et vous permettre de faire le pont entre ce permis-là et votre résidence permanente, vous aurez le frais d'un permis de travail 155 et votre employeur devra payer le 230 $, qui est ce qu'on appelle le frais de conformité de l'employeur. Évidemment, vous aurez potentiellement d'autres frais à prévoir, la traduction de documents, des certificats de police, des examens médicaux, des biométries et des frais de poste. Moi, lorsque il y a peu de demandes dans ce qu'on regarde en ce moment qui se font encore papier, mais s'il y en avait, assurez-vous d'utiliser un service de messagerie qui vous permet de suivre vos demandes. Si vous ne le faites pas, ce sera vous qui arrive un accident et qu'on ne trouve plus votre demande. Okay? C'est une loi qu'un certain Murphy a faite et que personne n'a fait ici depuis. Donc là, on a pas mal le taux des renouvellements, maintien de statut temporaire avant l'obtention de la résidence. Le document rouge fédéral qui vous permet d'avoir la résidence permanente, il va falloir vous avoir maintenu un statut temporaire. Et ça découle un petit peu de l'immigration au Québec, comme je vous le disais d'entrée de jeu, qui est une compétence partagée. OK? Le Québec, vous êtes avec nous depuis un certain temps, vous savez qu'on est les francophones, on est l'ancienne Nouvelle-France. OK? On a beaucoup de particularités culturelles, beaucoup de particularités gouvernementales, et l'immigration en est un exemple important. Donc, au Québec, c'est la province qui
sélectionne son immigration et c'est le fédéral qui admet les immigrants sur le territoire. Donc, encore une fois, le fédéral a dit au Québec, écoute, ce n'est pas un pays, donc les frontières, ce sont les miennes. C'est moi qui va décider les portes et qui va décider comment les gens peuvent entrer au pays. Le Québec a dit, d'accord, mais moi, je suis une société distincte. Alors, je vais barrer toutes les portes qui mènent sur mon territoire et ce sera moi qui va établir les critères qui débarrent les portes. Vous êtes d'accord? Et là, il y a eu une poignée de main. Je vous résume de façon très, très, très succincte l'échange qui a eu dans les années 90 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien. Et c'est ce qui explique pourquoi c'est le Québec qui choisit à qui obtient un CAQ, surtout pour les études, un CAQ pour le travail, donc la clé québécoise pour le statut fédéral temporaire. Et c'est aussi le Québec qui va émettre les certificats de sélection du Québec, qui sont la clé québécoise pour pouvoir faire une sorte de résidence permanente canadienne quand on se décide dans la belle province. OK? Donc, le ministère de l'Immigration, de la Franchisation et de l'Intégration, qu'on appelle le MIFI, va sélectionner vos candidatures sur la base de différents critères établis par la législation québécoise et vont vous donner le certificat de sélection du Québec. OK? Ensuite, le Canada, à travers son ministère de l'Immigration, donc IACC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, va vous admettre sur le territoire. OK? Quand je vous parle d'admissibilité, 3 grandes catégories: santé, sécurité, criminalité. Donc, si on vous précise, le droit d'établissement, temporaire, permis d'études, permis de travail, visite, et permanent, la fameuse résidence permanente qu'on vise en ce moment. Évidemment, après la résidence permanente, ce sera aussi ce ministère qui va accorder la citoyenneté après approximativement 2 ans, parce que la majorité d'entre vous auront séjourné comme étudiants pendant une bonne période. Donc, vous comprenez encore un peu la mécanique, ça vous prend la clé québécoise pour vous débarrer la porte fédérale que vous visez, à savoir la résidence permanente. Donc, comment on obtient un certificat de sélection du Québec en 2021 à titre de travailleur qualifié? Et là, comprenez que même si vous déposez votre demande suite à des études, c'est parce que vous vous destinez au marché du travail et vous êtes donc sélectionné sur la base d'un profil de travailleur qualifié. OK? Vous allez voir, il y a une rhétorique qui peut être un peu mélangeante. On va parler de diplômé du Québec, mais ce n'est pas tant votre diplôme qui vous permet de sélectionner que votre désir d'intégrer le marché du travail armé d'un diplôme. OK? Donc, 2 programmes importants. Donc ici, là, regardez, là, c'est très bien équipé. Voyons. Bien équipé. Excusez-moi. Qu'un travailleur ou une travailleuse qualifiée est un ressortissant qui souhaite s'établir au Québec pour occuper un emploi. Très important. Vous ne pourrez pas demander un CSQ si vous voulez retourner à l'école. On va le voir tout à l'heure. Les 2 programmes qu'on regarde cet après-midi sont aussi les principaux programmes, je dirais, québécois. Sont le programme de l'expérience québécoise et le programme régulier des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Vous avez les acronymes ici, ce qu'ils appellent le PEC, le PRTQ. OK? Les 2 demandes vont requérir, à un moment ou à un autre, que vous vous soumettiez à l'attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. C'est une évaluation qui est faite en ligne dans la majorité des cas, mais qui peut aussi se faire à travers une séance d'information et de formation appelée Objectif Intégration. C'est en vigueur depuis le début de l'année 2020 et ce sera obligatoire pour tous les adultes de 18 ans et plus, indépendamment de leur statut d'accompagnant ou de dépendant dans la demande de résidence permanente. OK? Donc, tout le monde va devoir le faire. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un critère qui est extrêmement discriminatoire. En fait, plus d'1 an, presque et demi depuis l'entrée en vigueur, j'attends toujours le premier candidat ou la première candidate qui vont me dire « Roger, j'ai échoué l'attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Ça ne m'a jamais été montré. Et les dernières statistiques que j'ai entendu parler, c'était réussi à 100%. Donc, ne perdez pas le sommeil en vertu de cette exigence-là. Ça ne devrait pas être ce qui vous empêche de rester avec nous. OK? Oh, petite animation. Donc, le programme de l'expérience québécoise.
le programme de l'expérience québécoise, moi, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, là, c'est que oui, c'est un programme, oui, c'est un programme le fun, mais c'est un programme qu'on va utiliser de moins en moins au Québec. Pourquoi? Parce que le gouvernement québécois souhaite s'en aller vers un système de déclaration d'intérêt qui leur permet une meilleure sélection des immigrants permanents basée sur les besoins économiques du Québec. OK? Donc, les avantages d'utiliser le programme de l'expérience québécoise quand on peut le faire, je vous dirais, c'est pas mal les deux ici. Là. Pourquoi? Parce que les deux autres seront aussi des conditions ou des avantages, si vous voulez, du programme régulier, mais dans le programme d'expérience québécoise, il n'y a pas de grille de sélection, il n'y a pas de seuil de points que vous devez atteindre pour espérer avoir une invitation à présenter votre demande de CSQ. Vous vous qualifiez en vertu du programme de l'expérience québécoise, vous soumettez des demandes qui seront minimales en termes de documentation requise et vous obtenez votre document, votre fameux CSQ, dans un délai relativement prévisible. OK? Ce qu'on dit ici, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir inclure les membres de la famille. OK? Et c'est à ce niveau-là que la notion d'enfant dépendant que je vous parlais tout à l'heure, elle est importante. C'est lorsque vous demandez le certificat de sélection du Québec que vos enfants doivent avoir moins de 22 ans pour pouvoir être inclus. On l'a dit, on va le redire, je sais que c'est sur les lèvres de beaucoup. C'est long pour obtenir la résidence permanente. Par contre, si lorsque vous déposez la demande de certificat de sélection du Québec, votre enfant a 20 ans, mais lorsque la résidence permanente va être approuvée, il est rendu à 22 ans, ce sera correct, il n'y aura pas de problème. C'est la date au moment du dépôt de la demande de CSQ qui est importante pour déterminer si votre enfant dépendant va vous suivre jusqu'à l'obtention de la résidence permanente. Comme dans l'exemple que je vous donnais, il avait 20 ans lorsqu'on a demandé le CSQ. Même si la résidence permanente arrive alors qu'il aurait 22 ans, il ne sera pas exclu de la demande familiale. OK? Vous allez voir que, on a déjà vu en fait que vos conjointes pouvaient avoir ou ont peut-être eu un permis de travail ouvert pendant vos études. C'est pas impossible que, même si c'est vous qui avez été la locomotive pour obtenir le permis de travail ouvert de votre conjointe, les rôles s'inversent pour la résidence permanente, et que ce soit lui ou elle, soit en mesure de déposer la demande de CSQ pour toute la famille. Ce n'est pas un problème, je vais le redire tout à l'heure, mais l'important, c'est que ce soit la même ou le même demandeur principal au niveau CSQ et résidence permanente. OK? Donc, il y a deux volets au programme de l'expérience québécoise. Dans les deux cas, évidemment, il faudra satisfaire à toutes les conditions. Il faudra avoir respecté vos conditions de séjour temporaire. Il faudra être légalement au Québec et en emploi, donc légalement autorisé à exercer un emploi. Okay? Vous devrez vous engager à une certaine autonomie financière. Par contre, cette exigence-là, elle est un petit peu, comment je vous dirais ça, elle est un petit peu, elle est relativement facile à rencontrer parce la période de 3 mois qui est calculée vise la période qui suit l'obtention de la résidence permanente. Comme on l'a dit, ça va prendre un certain temps. Pour la majorité, vous serez largement établi dans le marché du travail canadien à ce moment-là et générer les revenus pour survivre 3 mois au Canada. Dans 2 ans après le dépôt de votre demande de résidence permanente, bien, ce sera généralement relativement facile à démontrer. Ou on n'a pas besoin de le démontrer. Dans le fond, ce n'est pas un gros engagement que vous devrez prendre. Okay. Il y a 2 volets, comme je vous le disais, au programme de l'expérience québécoise. Il y a le volet travailleur et il y a le volet diplômé. OK? Dans les 2 cas, vous serez encore une fois, je vous le répète, sélectionné. Donc, vous aurez un certificat de sélection du Québec à titre de travailleuse ou de travailleur qualifié. Donc, peu importe que vous utilisez le volet diplômé ou le volet travailleur du TEC, vous devrez, en tant que requérant oral, au minimum. Ça fait 48 minutes que vous m'entendez parler. Vous avez pas mal tout compris ce que je vous dis. Je suis assez convaincu que votre niveau de français oral en compréhension de 7 est pas mal atteint. Je ne suis pas le plus international dans mon français. Donc, si vous avez réussi à comprendre
toutes mes explications, mes quelques expressions, et vous serez probablement pas très loin de tout ça. Il faudra aussi faire la preuve de votre production orale. OK? Il y a plusieurs façons de le faire, on va le voir juste après. Pour le conjoint ou la conjointe, ce sera un niveau 4 qui sera requis. OK? Comment on prouve ça? Eh bien, dans le volet PEC diplômé, si vos études ont été faites à 100% en français, vous serez en mesure de le faire valoir avec vos relevés de notes finales. OK? Si vous avez fait des études en français à l'étranger, ou même au Québec, dans des cas où votre diplôme serait pas admissible, mais vous avez fait 3 années d'études réussies, bien évidemment, hein, des études secondaires ou post-secondaires, eh bien, le relevé de notes de ces 3 années d'études-là vont pouvoir valoir la preuve linguistique du niveau requis que je vous présentais ici. OK? Il pourrait y avoir un test standardisé, OK, ou un diplôme de langue reconnu par le ministère. Je ne vous recommande pas d'aller là parce que c'est une condition qui est en train d'être changée, puis c'est un petit peu moins clair comment aller vous chercher un diplôme de langue reconnu par le MIFI. Ce n'est pas la règle qui a été la plus stable dans le temps. Donc, moi, je vous recommande vraiment, si vous n'êtes pas capable de faire l'une ni l'autre des 2 premières, d'aller vers un test standardisé. C'est quelque chose qui est stable depuis une dizaine d'années, qui est facile de juger de la valeur de notre test. Ou dans certains cas, les autres professionnels vont vous avoir fait faire des tests linguistiques qui vont avoir reconnu votre capacité de venir remplir les conditions de connaissance linguistique en vertu de l'expérience québécoise. OK? Donc, ça, c'est un critère que dans n'importe quel volet du PEC, vous allez devoir rencontrer. OK? Au niveau du volet diplômé du Québec, il y a quelques conditions particulières, notamment au niveau du diplôme admissible. OK? Donc, pour que le diplôme soit admissible, il doit avoir été obtenu au cours des 3 dernières années qui précèdent la demande de certificat de sélection du Québec. OK? On va devoir, au niveau professionnel, être de 1800 heures, soit le DEP en soi, ou une combinaison DEP et ASP qui atteignent le 1800 heures. Dans le cas que je viens de vous présenter, vous devez évidemment avoir un lien entre les 2 formations et pas être 2 formations complètement incompatibles. Ça devrait être une formation qui mène à un métier. Une double formation, certes, mais qui mène à un même métier. Souvent, on va voir ça en cuisine, en esthétique, en usinage peut-être, mais pas un DEP en cuisine et un ASP en mécanique. Ça ne fonctionnera pas. OK? Vous pourriez aussi utiliser un diplôme d'études collégiales techniques, non un diplôme d'études collégiales préuniversitaires. Ça ne fonctionne pas. Un diplôme technique. Dehors de l'université, le baccalauréat, la maîtrise, le doctorat. Vous comprendrez qu'on n'a pas le DESS, on n'a pas le certificat. C'est vraiment un des 3 documents, je vous dirais, plus courants dans les établissements universitaires, baccalauréat, maîtrise ou doctorat. Vous devrez avoir fait des études à temps plein au Québec. Dans un établissement dans ce ils vont avoir cette même exigence, donc vous aurez déjà une bonne idée que vous avez rencontré cette exigence. Et vous devrez avoir fait au moins la moitié du programme d'études effectué au Québec. À la question, est-ce que cette règle-là a été modulée en vertu de la COVID? Je suis obligé de vous dire que je n'ai aucune information qui me laisse croire que oui. OK? Aucune communication du ministère du Québec ne nous a laissé croire que vous avez une flexibilité là où on l'a vu pour le gouvernement fédéral par rapport au permis de travail long, par exemple. Mais rien qui me laisse croire que si vous avez dû faire plus de la moitié de vos études à partir de l'étranger à cause de la COVID, j'ai rien qui me laisse croire que ça va quand même vous permettre de vous qualifier dans le PEC diplômé. OK? Jamais j'obtiens d'autres informations, ça me fera plaisir de vous les communiquer, mais j'en ai pas, j'ai rien qui me laisse croire que ça c'est possible à l'heure actuelle. Donc, si malheureusement votre formation a été transférée à distance et vous n'avez pas pu rentrer au pays avant la moitié de votre programme d'études, eh bien, il faudra regarder une autre voie que le PEC diplômé pour accéder à la résidence permanente. Un ajout qu'on a vu aussi à l'été 2020, c'est l'exigence d'une expérience de travail. OK?
pour pouvoir déposer à titre de diplômé du Québec dans le programme de l'expérience québécoise. Donc, l'expérience de travail va dépendre du niveau de votre diplôme. Si vous avez obtenu un DEP ou une combinaison DEP-ASP, vous devrez justifier 18 mois d'expérience de travail à temps plein. Temps plein, c'est un minimum de 30 heures par semaine. OK? Dans les 36 mois qui suivent, OK? Pas les 36 mois qui suivent. 18 mois d'expérience sur 36 mois. OK? À temps plein, dans un poste de niveau 0A ou B. Si vous occupez un poste de niveau C à la classification nationale des professions, le poste devra être obligatoirement relié au diplôme que vous faites valoir dans le cadre du programme de l'expérience québécoise diplômé du Québec. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vous devrez être au Québec. L'exigence ne va pas jusqu'à exiger que vous soyez en emploi pendant tout le traitement, mais lorsque vous déposez la demande, vous devez être valablement en emploi. Si votre diplôme que vous voulez faire valoir à titre de diplômé du Québec est un diplôme technique ou universitaire, l'expérience de travail que vous devrez démontrer sera à la hauteur de 12 mois sur 24 mois à temps plein en période continue ou discontinue. On ne peut pas combiner plusieurs emplois à temps partiel pour faire un temps plein. Mais on peut combiner plusieurs emplois à temps plein pour aller chercher le 12 mois ou pour aller chercher le 18 mois. OK? Évidemment, vous devrez avoir une profession, encore une fois, de niveau 0A ou B. Notez que votre diplôme universitaire ou technique ne vous permettra pas de combiner un emploi de niveau C pour justifier votre expérience de travail. Et encore une fois, vous devrez être en emploi au moment où vous déposez votre demande de CSQ au ministère québécois. Vous ne serez pas admissible, on vous l'a dit tout à l'heure, à titre de diplômé, si vous avez entrepris un nouveau programme d'études. Pourquoi? Parce qu'on vous sélectionne comme travailleur qualifié. On s'attend à ce que vous vous dirigiez directement vers le marché du travail québécois-canadien. OK? Vous ne serez pas admissible, comme on l'a dit, au PEC diplômé, si vous n'avez pas pu être au pays pendant au moins la moitié de votre programme d'études. Et si vous ne vous êtes pas conformé aux règles associées à votre bourse d'études, OK, exemple, la condition de retour au pays, vous ne serez pas non plus en mesure de faire la demande de CSQ en vertu du programme diplômé du Québec PEC. OK? Maintenant, on bascule dans le deuxième volet du programme de l'expérience québécoise, le volet travailleurs et travailleuses étrangers temporaires. Donc là, l'exigence est de 24 mois à temps plein sur 36 mois avant la demande. OK? Encore une fois, 30 heures par semaine. On peut pas combiner plusieurs temps partiels, mais on peut combiner plusieurs temps pleins. J'ai fait un mois tel endroit, 2 mois tel endroit, 8 mois tel endroit. Si j'atteins le 24 mois, ce sera correct. On doit être toujours en emploi au moment de présenter la demande de CSQ. La même chose qu'on parle depuis le début. On devra absolument avoir un emploi de niveau 0A ou B. Les emplois de niveau C et D à la classification nationale des professions ne sont pas admissibles au programme de l'expérience québécoise, travailleuses étrangers temporaires. OK? Là, sur les sièges, ils disent, mais là, Roger, tu es en train de me dire que tous les professeurs de niveau D sont exclus du programme d'expérience québécoise. La réponse est oui. Okay? Dans tous les volets, un poste de niveau D ne va jamais vous qualifier pour le programme de l'expérience québécoise. Il faudra utiliser le programme régulier et aller chercher le nombre de points. On va le voir dans quelques minutes. Okay? Il y a certains programmes pilotes d'immigration permanente pour quelques professions peu qualifiées, mais je dirais le défi des projets pilotes québécois, c'est qu'ils sont légalement limités à un nombre de 550 par année. En sorte qu'ils sont très en demande pour peu, on dit souvent en français, il y a beaucoup, d'élus. Okay? Il n'y a pas beaucoup de gens qui ressortent de ces programmes-là parce qu'ils sont des projets pilotes.
OK? Pour vous donner une idée, quand je vous parle des niveaux de la classification nationale des professions, voici ainsi on retourne. Lorsqu'on parle d'un poste de niveau 0, c'est généralement un poste de gestion comme directeur, directrice, superviseur, ces choses-là. Les postes de niveau A sont des postes qu'on qualifie de professionnels, qui vont généralement demander un diplôme universitaire. Les enseignants, les ingénieurs, les avocats, les dentistes, les médecins, ce sont des postes de niveau A. Pour les postes de niveau B, c'est ce qu'on appelle un emploi technique, spécialisé, oui, c'est parce qu'on tombe dans des vieilles appellations des anciennes règles d'immigration, donc ça met de la confusion. Je n'aime pas le terme spécialisé, mais oui, un emploi technique qui va souvent requérir un DEC, un diplôme d'études collégiales ou un diplôme d'études professionnelles. Ce sont des techniciens et des techniciennes, ce sont des électriciens, ce sont des cuisiniers, ce sont des soudeurs. OK? Donc, ce sont des gens qui doivent aller à l'école pour apprendre leur travail. Pour ce qui est du niveau C, qu'on qualifie d'un poste intermédiaire, ça va souvent être un emploi qu'on apprend en milieu de travail ou avec un DEP de courte durée. On a esthéticiens, esthéticiennes, serveurs, serveuses. Les fameux préposés aux bénéficiaires sont inclus dans le niveau C. OK? Et le niveau de compétence D, qu'on présente comme des emplois manuels, moi, c'est souvent ce que j'appelle auprès de mes clientes employeurs. Dans le fond, vous me dites que vous avez besoin de 2 bras, 2 jambes, une bonne attitude, et vous allez leur apprendre le reste. Ils répondent oui, c'est pas mal ça, Roger. Donc, vous comprendrez que c'est des choses qu'on apprend au travail, qu'on apprend dans le milieu de travail, qu'on n'a pas besoin d'avoir été formé pour faire. D'ailleurs, c'est de pluie, personnel de nettoyage, etc. Vous avez le lien vers la classification nationale des professions. Je vous invite à être très vigilant lorsque vous voulez valider le niveau de l'emploi qui vous est offert. Je vous dirais, fiez-vous beaucoup plus à la description qui est apposée sur votre payroll, sur votre fiche de paye, OK? Parce que, moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est un chargé de projet. Le chargé de projet dans 8 entreprises différentes pourrait avoir 8 codes CNP différents, étant donné qu'il va faire des choses différentes avec des exigences différentes. Donc, vraiment vous fier aux descriptions de poste plus qu'au titre du poste. OK? Maintenant, pour ce qui est du programme de l'expérience québécoise, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ça a été modifié en l'été 2020. Et donc, il y a quelques règles transitoires sur lesquelles je vais passer relativement vite. Si vous étiez au Québec le 21 juillet 2020 avec un permis de travail valide, vous pourrez vous rabrouer sur les vieilles règles du programme de l'expérience québécoise qui sont quand même plus permissives, on va se le dire, là. Entre autres au niveau du niveau de l'emploi qu'on vient de parler, antérieurement, donc avant le changement de loi du juillet 2020, n'importe quel emploi on pouvait qualifier un travailleur en vertu du PEC. Maintenant, on l'a vu, les C et les D sont évacués complètement du volet travailleur. Donc, si vous étiez au pays le 21 juillet 2020 avec un permis de travail valide, ce que je vous ai présenté aujourd'hui n'est pas tout à fait vrai. Vous avez peut-être une ouverture plus grande pour aller chercher un certificat de sélection du Québec. Pour ce qui est des diplômés du Québec, la règle, c'est est-ce que vous aviez obtenu votre diplôme, votre relevé de note finale au 31 décembre 2020. Si c'est le cas, évidemment, si vous respectez les autres critères, vous pourriez avoir accès à la vieille version du PEC diplômé. Pour vous donner une idée, cette version-là n'avait pas d'exigence de travail et vous permettait de déposer la demande de CSQ dès l'obtention du diplôme admissible. Donc, ça peut être très intéressant si vous êtes capable de vous qualifier sur les anciennes versions du programme de l'expérience québécoise plus permissive. Par rapport à la compétence de français oral, il y a aussi eu la suspension de l'exigence du niveau 4 pour les conjoints jusqu'à dans 2 mois, okay, jusqu'au 22 juillet 2021. Okay. Et comme je parlais tout à l'heure des cours de français, d'un diplôme reconnu pour la langue, il y a encore des possibilités jusqu'au 21 juillet 2020. Puis après ça, comme je vous le disais, ça va être évacué. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est peut-être pas la preuve linguistique à privilégier si on est capable d'en avoir une.
En ce moment, il y a une seule façon de présenter les demandes en vertu de l'expérience québécoise. Donc, depuis le 26 janvier, c'est via l'outil qui s'appelle Arima. OK? Et j'insiste sur le fait qu'Arima est un outil, ce n'est pas un programme. C'est une plateforme qui va gérer divers programmes, dont les CAQ pour études, et maintenant à la fois via le PEC, et on va le voir tout à l'heure, via le programme régulier, et aussi les fameux projets pilotes qui sont gérés à travers la plateforme Arima. Donc, comprenez bien, quand je vous parle d'Arima, je ne vous parle pas d'un programme particulier, je vous parle d'une plateforme de gestion de programme. Donc, le PEC, on va déposer à travers Arima. Vous avez le lien là. Et vous avez le centre de contact à la clientèle pour les régions. Probablement que M. Quirion, tout à l'heure, va vous donner d'autres informations pour rejoindre les équipes du MEFI dans la région de Québec plus précisément. Parfait. Donc là, je vous ai parlé du programme de l'expérience québécoise. L'autre façon d'arriver à détenir la clé québécoise pour obtenir la résidence permanente canadienne, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. OK? C'est un programme, je vous en ai parlé un petit peu, qui fonctionne avec une déclaration d'intérêt. Donc, l'idée, c'est de dire on veut que tous les gens qui ont un intérêt de devenir résidents permanents canadiens au Québec déclarent leur intérêt dans l'outil Arima. Et là, nous, gouvernement québécois, on sera en mesure de dire on a besoin de 10 000 préposés aux bénéficiaires. Ça tombe bien, j'en ai 1000 dans Arima, je les invite à présenter ma demande. J'ai besoin de 7500 camionneurs. Ça tombe bien, j'en ai 3000 dans la banque Arima, je vais les inviter à présenter leur demande. Vous comprenez un peu la mécanique. OK? Donc, évidemment, vous allez voir, il y a un seuil de points à atteindre. Si vous atteignez le seuil de points et que le Québec vous invite, c'est gagné, c'est pas gagné, mais ça vous permet de faire la demande de CSQ. Et là, il y aura une analyse faite de votre calcul de points. Ce que je veux vous dire, je ne crois pas qu'il est précisé là ou plus loin dans la demande, c'est que cette déclaration d'intérêt, vous devez la faire cette année. Une fois par année, la banque Arima va être vidée de toutes les candidatures qui n'ont pas été invitées. Okay? Donc, vous avez 12 mois, vous mettez un petit rappel dans votre agenda électronique. Si vous n'avez pas reçu le tant attendu courriel du Québec, vous représentez votre profil. C'est gratuit, donc il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de document de demander, même si vous allez devoir faire référence à certains documents, entre autres au niveau des compétences linguistiques. Okay? Donc, il n'y a pas de problème à faire des dépôts d'année en année en année. Évidemment, on vous souhaite d'être repêché le plus rapidement possible. Et il n'y a pas de limite de profil que vous pouvez soumettre dans RIMA dans le temps. OK? Le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec, il est là qui vont donner un certain nombre de points. Donc, votre formation, tant le niveau de votre scolarité que votre domaine de formation vont potentiellement vous accorder un nombre de points. Vos connaissances linguistiques, on va mettre le français en gros et l'anglais en petit à côté. Le français peut vous apporter jusqu'à 16 points, alors que l'anglais ne peut pas vous en donner plus que 6, mais ça peut quand même vous donner des points. Les caractéristiques de la conjointe ou du conjoint, pas mal à ce niveau-là, vont vous donner aussi certains points. Votre âge, vous aurez des points jusqu'à 43 ans pour votre âge, si je ne m'abuse. L'offre d'emploi validée, j'y reviens. Votre expérience professionnelle va vous donner des points. Vos séjours au Québec et le fait que vous ayez au nombre de la famille au Québec va vous donner des points. Vous aurez des points pour vos enfants. Et la fameuse capacité d'autonomie financière à laquelle vous allez vous engager va aussi ajouter un point au calcul. Ce que je veux vous dire par rapport à l'offre d'emploi validée, c'est qu'à l'heure actuelle, les seules personnes qui obtiennent des invitations dans le programme régulier des travailleurs qualifiés sont celles qui ont des offres d'emploi validées. Et encore pas tous et toutes. Ce que je veux vous dire, par là, c'est que en 2021, au mois de mai, ça va changer. C'est sûr que ça va changer, parce que ce que je vous dis là ne sera plus vrai dans 1 an, dans 2 ans, peut-être même avant ça, je ne sais pas. Mais en ce moment, pour espérer obtenir votre fameuse invitation à présenter votre demande de CSQ, même si vous atteignez le total des points requis par la loi québécoise, en ce moment, ça va vous prendre une offre d'emploi validée.
Donc, si vous êtes dans cette situation-là, que le PEC n'est pas en mesure de vous répondre, ou ne peut pas vous répondre avant plusieurs mois, plusieurs années, parlez avec l'employeur qui vous a recruté, qui a grandement besoin de vous. Dans la réalité de la région, il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui peuvent se passer d'un bon employé. Parlez-leur de la possibilité de demander une offre d'emploi validée. S'ils ne savent pas ce que c'est, envoyez-le vers voir Fabrice et l'équipe de Québec International. OK? Et ils pourront voir s'ils sont à l'aise de vous supporter avec cet outil-là, qui est une demande québécoise, l'offre d'emploi validée, OK, au ministère québécois, et qui pourrait vous permettre d'obtenir une invitation dans Arima dans les prochains mois. OK? Je ne sais pas à quel moment Arima va inviter des gens qui n'ont pas d'offre d'emploi validée. Je serais surpris que quelqu'un le sache au Québec. C'est en mouvance, ça change beaucoup. On a parlé des changements du PEC, on a parlé des changements dus à la COVID. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que l'immigration a bougé dans les dernières années. Donc, c'est tout ça qui oblige le Québec à s'ajuster. OK? Donc, comment ça fonctionne? Là, vous voyez le petit logo Arima. On en a parlé brièvement. Vous allez vous créer un profil dans Arima. Ça déclare votre intérêt à devenir résident permanent canadien. Là, lorsque le ministère a besoin de vous, jusqu'à un certain point, ou lorsque vous avez atteint le nombre de points requis, vous obtenez une invitation à présenter votre demande de CSQ. L'une des premières choses qui va vous être demandée, c'est de payer les frais requis. Ensuite, ils vont vous envoyer une liste de documents à fournir basés sur le profil que vous aurez créé à la fois ici et lors de votre déclaration d'intérêt. Et lorsque vous allez avoir soumis tous vos documents qui étaient attendus par la demande, généralement, le ministère devrait vous répondre à l'intérieur d'un 6 mois. En ce moment, ça va quand même plus vite que ça, là, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'invitations qui se sont faites, mais à leur défense, ils les traitent vite quand vous recevez une invitation. Les CSQ sont traités rapidement, donc ça, c'est intéressant. Mais ça ne devrait pas, moi, sera, je dirais, en plein essor, en pleine activité. Ça devrait tourner autour du 6 mois, l'émission d'un CSQ via le PRT. OK? Donc, c'est pas pire, je pense qu'on va être dans les temps, messieurs, dames. On vient de voir comment aller chercher la clé québécoise pour demander la résidence permanente canadienne quand on se destine au Québec. Donc, le CSQ, on l'a obtenu par le PEC, on l'a obtenu par le PRTQ. Je vous rappelle que ce seront des CSQ émis à titre de travailleurs qualifiés. Ça va vous permettre de faire une demande de résidence permanente fédérale à titre de travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Donc, évidemment, vous allez aller chercher la cause de demande fédérale de travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Faites pas l'erreur. Vous allez voir que c'est une cause qui est commune entre les travailleurs qualifiés fédéraux et les travailleurs qualifiés Québec. Sur la liste de contrôle qui est M5690, vous allez avoir deux colonnes. La première qui fait référence aux règles fédérales, la deuxième où est-ce que c'est écrit PQQ en haut, fait référence aux exigences québécoises. Donc, assurez-vous de vous référer aux règles québécoises parce que, rappelez-vous, le Québec vous a déjà sélectionné. Il veut dire que vous aurez moins de documents à fournir qu'un demandeur fédéral rendu à cette étape-là. Okay? La personne qui était la requérante principale du CSQ devra être la requérante principale de la résidence permanente. OK? Faites attention au format des documents qui est requis, à la validité des formulaires qui peuvent changer sans avertissement, à la validité de vos documents aussi. Exemple, un certificat de police, généralement, c'est bon 2 ans, 1 an, dépendamment. OK? N'hésitez pas à préciser les sections qui sont moins claires de votre demande parce que vous avez une situation particulière qui vous est impossible de rentrer dans les formulaires. Ajoutez un annexe, ajoutez une lettre pour expliquer pourquoi vous avez présenté que vous aviez 2 boulots en même temps pendant votre post-diplôme, par exemple. Expliquez pourquoi vous aviez séjourné dans tel pays à tel moment de votre parcours, pourquoi vous n'êtes pas en mesure de fournir une preuve de votre statut dans tel pays suite à telle procédure qui a eu lieu. Okay?
En ce moment, ces demandes-là de résidence permanente, ce sont des demandes papier qui sont transmises par la poste en Nouvelle-Écosse, à Sydney. Donc, on vous recommande fortement de prendre une copie complète de votre demande que vous envoyez aux instances fédérales. Encore une fois, si vous choisissez de ne pas le faire, vous serez victime de la loi de Murphy. Et d'utiliser un système de repérage pour l'envoi de vos demandes. L'accusé de réception et les numéros de dossier vont vous être envoyés via courriel. Vérifiez effectivement les indésirables. Certains filtrent dès qu'il y a le mot immigration, ils vous envoient ça dans les courriels. OK? Ça se peut que ça prenne un certain temps. Vous avez encore une fois lu les journaux, écouté les nouvelles comme moi. Ça peut prendre un certain temps au gouvernement fédéral d'accuser réception. Ils semblent vouloir changer leur procédure et vous donner des nouvelles plus vite, mais ce n'est pas encore parfait. Vous aurez potentiellement besoin de faire la biométrie. Il y a des exemptions en ce moment pour les demandeurs de l'intérieur du pays, mais vous aurez certainement besoin de faire des examens médicaux avec un médecin désigné. Il y en a peu dans la région de Québec, il y en a dans la région de Montréal, mais ça tend à vouloir, encore une fois, s'améliorer. Ce serait important de mettre à jour vos dossiers parce qu'on l'a dit, ça prend beaucoup de temps pour cette demande-là. Mettre à jour si votre passeport change, mettre à jour si vous vous mariez, mettre à jour si vous avez un petit Canadien, une petite Canadienne qui est venue au monde dans l'intervalle. Ça va être important de mettre ça à jour. Et à toute fin, vous recevrez ce qu'on appelle une confirmation de résidence permanente qui va vous permettre, là, je sais je crois qu'ils ont commencé à faire des rencontres virtuelles pour des confirmations de résidence permanente. Ce n'est pas encore très au point, mais ça va vous permettre de valider votre statut. Lorsque vous avez reçu votre confirmation de résidence permanente, vous validez votre statut, vous devenez résident permanent. Et là, vous avez un statut qui est valide. Et vous n'avez plus besoin de renouveler vos statuts temporaires. Je veux vous dire par rapport à la demande de résidence permanente, OK? On l'a vu tout à l'heure, ça vise votre admissibilité. Ça veut dire qu'un détenteur de CSQ demande la résidence permanente à titre de travailleur qualifié sélectionné par le Québec ne peut pas devoir refuser la résidence permanente, sauf pour les 3 raisons d'admissibilité que je vous ai montrées tout à l'heure. Santé, sécurité, criminalité. Donc, vous vous connaissez, vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas un danger pour la société québécoise et vous n'avez pas de dossier criminel. Il n'y a pas de raison pour qu'au bout de la longue ligne, oui, là, mais au bout du traitement, il n'y a pas de raison pourquoi vous ne soyez pas reçu résident permanent lorsque vous avez obtenu le certificat de sélection du Québec. Okay? Les motifs de retard, de refus d'inadmissibilité, évidemment, faites attention aux demandes incomplètes. Dans le moment que c'est une demande papier, ça veut dire qu'une demande incomplète vous est retournée souvent des mois après votre dépôt parce qu'il vous manquait un document, qu'il vous manquait une signature, une page qui a été garée. Okay? Fausse déclaration ou omission. OK? C'est la même chose. Si vous faites une fausse déclaration sciemment ou vous choisissez d'omettre quelque chose, même si vous ne choisissez pas que vous l'oubliez de bonne foi, ça peut être assimilé à une fausse représentation. OK? Et c'est, en quelque sorte, la seule façon de perdre une citoyenneté canadienne, c'est si vous avez fraudé ou fait de fausses déclarations dans une demande précédente. OK? Toute votre vie, vous êtes à risque s'il y a une déclaration, s'il y a une découverte de vos fausses déclarations, on pourra vous enlever jusqu'à la citoyenneté. Vous retournez chez vous, vous dire, vous êtes un menteur, vous êtes une menteuse, on ne veut pas entendre parler de vous pendant 5 ans. Je vous confirme qu'après 5 ans, le gouvernement canadien va se rappeler de vous comme étant un menteur ou une menteuse et que vous aurez une pente à monter pour obtenir des autorisations canadiennes. Donc, c'est toujours mieux d'expliquer pourquoi on n'est pas capable de répondre à une demande ou à une exigence du gouvernement que de la constituer toute pièce, de mentir ou de faire des fausses représentations. Okay? On l'a parlé, l'état de santé. OK, vous pourriez être jugé inadmissible pour des raisons de santé. Et là, je ne vous parle pas d'un petit peu d'arthrite dans l'épaule quand c'est humide dehors. Je vous parle de maladies récurrentes, coûteuses, pour lesquelles on n'a pas de prévisibilité d'amélioration. Ce qu'on appelle, vous m'excuserez, c'est très négatif comme terme, mais ce qu'on appelle être un fardeau excessif pour le système de santé canadien. Sachez que c'est une limite qui est quand même relativement élevée et qui a
qui est souvent discuté comme potentiellement évacué dans un futur des règles canadiennes, mais c'est encore d'actualité, donc je vous le dis. La criminalité, le danger pour la sécurité, l'atteinte aux droits humains, c'est ce qu'on appelle, que je disais, la criminalité-sécurité. Donc, criminalité, vous avez été accusé, reconnu coupable d'un crime hors du Canada ou au Canada, ça va vous bloquer pour la résidence permanente. Et si vous avez des affiliations à des groupes en 2021, là, je vais vous le dire que votre vie sur les réseaux sociaux peut avoir un impact sur l'analyse du gouvernement canadien de votre niveau de danger pour la sécurité. Donc, soyez vigilants à ce que vous faites dans les réseaux sociaux. L'humour n'est pas toujours perçu de la même façon par tout le monde. Même chose pour l'atteinte aux droits humains. Donc, si vous avez malheureusement travaillé pour un gouvernement qui s'est avéré corrompu et dangereux pour les droits humains, c'est possible que vous ayez un défi au niveau de la résidence permanente. Les motifs financiers, rendus là, c'est peu probable que vous ayez un refus par rapport à ça. Puis ce qui est l'inadmissibilité familiale, il y a certaines inadmissibilités, entre autres au niveau criminalité, ces choses-là qui peuvent entraîner une inadmissibilité pour des membres de la famille qui, par exemple, n'auraient pas été visés par le problème de santé, admettons. Okay. Donc, le processus de traitement, on en a parlé un petit peu. Ça se fait papier dans un premier temps. Ensuite, vous allez recevoir un accusé de réception qui va vous permettre de relier votre demande à un compte en ligne si vous le souhaitez. Okay. Vous avez ici le lien de ce qu'on appelle le formulaire web IRCC qui vous permet de tenir informé IRCC de changements dans votre statut, dans votre famille, dans votre adresse, par exemple. OK? Et là où je ne vais pas me mouiller, c'est les deux paliers gouvernementaux en ce moment, c'est vous dire, le délai de traitement normaux, c'est A, mais il n'y a aucun délai de traitement normaux respecté en ce moment, donc on ne peut pas s'engager. OK? Donc, je ne le ferai pas moi non plus. Donc, en ce moment, les délais qu'on voit, c'est autour de, je vous dirais, 24, 27, 30 mois pour le traitement de la résidence permanente. Les CSQ, ça varie beaucoup. C'est très long en 2020. Ça semble vouloir se résorber à travers Arima chaque point. Donc, c'est très difficile pour moi de vous donner le traitement clair de le faire. Donc, c'est encore plus important de vous donner de la même au statut temporaire tant aussi longtemps que votre résidence permanente n'est pas arrivée. Même si votre portail mon CIC indique que le traitement devrait être réglé à 100 ça ne veut pas dire que votre résidence permanente est approuvée, que vous avez un statut. Maintenez votre statut temporaire tant que vous avez cet effet. Vous avez aussi le numéro du service de la clientèle pour l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Une fois que vous avez la résidence permanente, ben, vous ne serez pas surpris d'apprendre que ben, vous avez un statut permanent. Okay? Je vais tout de suite dissiper ce que plusieurs d'entre vous vont me dire. Oui, mais Roger, j'ai lu quelque part que, ça commence comme ça d'habitude, c'est pas tout à fait vrai. J'ai lu quelque part que ça valait pendant 5 ans la résidence permanente. C'est faux. La résidence permanente, elle est permanente. Ce qui est valide pendant 5 ans, c'est la carte de résident permanent qui constate votre statut. Mais cette carte-là a très peu d'utilité à l'intérieur du pays. Sa vraie utilité, c'est pour revenir au Canada à titre de résident permanent. Donc, un citoyen français, par exemple, qui obtiendrait la résidence permanente canadienne, ne pourra pas voyager au Canada par la suite simplement avec son passeport français. Ça va lui prendre et le passeport français et la carte de résident permanent valide. C'est un document de voyage jusqu'à un certain point, la carte de résidence permanente. OK? Ce qui veut dire qu'un résident permanent qui demeure au Canada toute sa vie et qui ne brise pas les règles canadiennes, entre autres criminelles et pénales, même si sa carte a expiré depuis 15 ans, il sera encore un résident permanent canadien. Par contre, s'il sort du pays, il aura besoin d'interpeller le gouvernement canadien pour obtenir un document qui remplace la carte et lui permet de revenir valablement au pays pour en demander une nouvelle. OK? Donc, pas d'expiration au statut de résident permanent. OK?
Vous avez effectivement une mobilité professionnelle dans le sens que c'est une résidence permanente d'un océan à l'autre. Donc, vous n'êtes pas un résident permanent du Québec. C'est un statut fédéral. Vous êtes résident permanent canadien. De la même façon, votre permis de travail post-diplôme vous permet de travailler à travers le pays, étant donné que c'est un document ouvert canadien. Okay? Ça vous permet d'être admis au Canada. Évidemment, vous avez encore différentes règles à respecter. OK? Et il y a trois ou quatre façons, okay, trois façons de perdre la résidence permanente. Là, je ne vous lance pas de défi, mais je veux vous en informer. La première, on en a parlé. À tout moment, si vous avez fraudé, menti ou omis de donner des informations au gouvernement canadien qui aurait changé leur décision, ils peuvent vous enlever la résidence permanente, vous retourner chez vous et pourront même vous enlever la citoyenneté éventuellement. Si vous commettez un crime, OK, il pourrait y avoir une perte de résidence permanente aussi. OK? Et la troisième chose, c'est si vous ne résidez pas au Canada de façon permanente, eh bien, ils vont vous dire, monsieur, madame, vous avez demandé une résidence permanente, mais vous ne résidez même pas ici. Arrête, c'est un minimum de 2 ans sur une période de 5 ans. On va vous enlever la résidence permanente en vertu de ce qu'ils appellent ici l'obligation de résidence. OK? Donc, je vous répète un petit peu cette règle-là. Lorsque, par exemple, vous demandez le renouvellement de votre carte de résidence permanente, on va vous demander un historique de vos allers-retours. Quand avez-vous été au pays? Quand avez-vous été hors du pays? Et si, en regardant 5 ans derrière vous, 5 années précèdent votre demande de renouvellement de carte, dans mon exemple, si vous n'avez pas été présent un minimum de 2 années sur les 5 précédentes, on va vous refuser la carte et vous envoyer devant un tribunal pour vous enlever la résidence permanente sur la base que vous n'aviez pas respecté votre obligation de résidence. Il y aura certaines cas d'exception qui vont comprendre et qui vont vous permettre de maintenir la résidence permanente. Entre autres, la plus courante, c'est si vous accompagnez un citoyen canadien hors du pays. À ce moment-là, un conjoint de citoyen canadien qui vous amène, je ne sais pas moi, en Afrique pour travailler ou en Amérique latine pour travailler ou même pour le plaisir. Ce temps-là pourrait être compté comme demeurant au Canada. Si vous travaillez pour une entreprise canadienne qui vous envoie travailler à l'étranger, ça va vous permettre de maintenir la résidence permanente. Donc, il y a quelques exceptions à cette règle-là, mais rappelez-vous que vous avez une obligation de résidence à titre de résident permanent d'un minimum de 2 ans sur 5. OK? J'ai l'impression que j'oubliais quelque chose que j'allais vous dire. Non, je pense que c'est bon. La dernière partie, voici encore une fois un résumé des frais que vous aurez à encourir dans le cadre de vos demandes de CSQ, la clé québécoise et de résidence permanente, le statut canadien que vous avez. Donc, au niveau de la personne requérante principale, le CSQ va vous coûter à titre de travailleur qualifié sélectionné par le Québec 822 $. La résidence permanente, le 825 frais de droit de résidence permanente pour un total que vous voyez ici. Le conjoint à conjoint, on voit que le Québec vous donne un rabais, pas le fédéral. OK? Par contre, pour ce qui est des enfants à charge, je vous rappelle jusqu'à 21 ans inclusivement au moment de déposer la demande de CSQ, vous voyez les frais que ça représente. Ce que je peux vous dire par rapport à ce 500 $-là, donc c'est 1 000 $ pour un couple, c'est pas impossible de retarder son paiement. Ils ont besoin de ce frais-là lorsqu'ils sont prêts à vous dire oui, à vous donner la résidence permanente. On a déjà établi que ça prenait facilement plus de 20 mois en ce moment. Donc, il n'y a pas d'enjeu si vous le retenez pendant 5, 10, je dirais même 15 mois. Assurez-vous par contre de vous mettre un rappel et d'avoir les moyens de le payer lorsque ce sera requis pour ne pas retarder de façon indue votre résidence permanente sans attendre. D'autres frais à prévoir, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas mal les mêmes choses, la biométrie, les certificats de police, les médicaux, la traduction, les frais de poste. Donc, effectivement, ça peut être une demande qui est coûteuse pour une famille de 4 ou 5. Donc, tâchez de prévoir ces frais-là si vous êtes en mesure de le faire dans votre budget pour ne pas, encore une fois, retarder le dépôt de vos demandes et vous forcer à maintenir des statuts temporaires pendant des plus longues périodes.
quelques petits trucs et astuces avant que je passe le micro à M. Quirion du ministère de l'Immigration, de la Translation et de l'Intégration. Prenez soin dans chacun des formulaires de répondre à toutes les questions et de fournir le bon format. Une copie certifiée conforme, une copie couleur. Assurez-vous que vous respectez les règles de chacun des ministères avec qui vous travaillez. Si jamais vous aviez une section qui ne s'applique pas à vous, plutôt qui est néant, comme ça indique à l'agent que ce n'est pas un oubli de votre part, mais que c'est consciemment que ça ne s'applique pas à vous. OK? Assurez-vous d'avoir des informations cohérentes. C'est pas rare que des formulaires vont croiser des informations. Et là, la meilleure façon de retarder le traitement et de mélanger un agent, c'est quand deux formulaires disent l'un et son contraire. Ça prend toujours des traductions certifiées conformes par un traducteur ou une traductrice professionnelle, pas nécessairement canadien, mais un traducteur avec un sceau de traducteur, pas votre belle-mère sur le coin de la table, là, qui va vous signer un document bien vite. C'est vraiment un traducteur certifié externe. Tous les documents devront être en français ou en anglais. Je voudrais au Québec préférablement en français. Le fédéral, vous allez pouvoir aller dans les deux langues. Les formulaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont changer sans avertissement. Donc, surtout ceux et celles d'entre vous qui sont des grands prévoyants et qui auront préparé leur demande plusieurs mois avant d'être en mesure de la déposer de façon correcte, assurez-vous que lorsque vous le déposez, le formulaire ne vous a pas été changé. Complétez la demande complète, je vous dirais surtout par la poste parce que c'est beaucoup plus long à refaire. Avez une copie de tout et avisez à la fois le ministère québécois s'il est encore impliqué dans le traitement de votre demande et le ministère fédéral lors d'un changement de courriel ou d'adresse pour s'assurer que les communications se rendent bien à vous. Petit récapitulatif, hein, on l'a dit, le ministère québécois va vous donner la clé québécoise pour faire la demande fédérale, toujours vrai. Donc, la demande de sélection permanente, la demande de CSQ, devra être complète selon les exigences et le programme que vous utilisez. Il y aura un examen qui est fait. Une décision positive va vous donner le CSQ qui va vous permettre de passer à l'étape fédérale où on fera la même analyse de complétude, les vérifications santé, sécurité, criminalité. C'est pas mal ça l'examen de la demande, on va se le dire au Québec, étant donné que le CSQ vous a d'ores et déjà sélectionné. Et une décision positive vous enverra une confirmation de résidence permanente qui vous permettra de faire une demande de carte de résident permanent qui sera, je vous dirais, gardée avec votre passeport parce qu'il va être requis à chaque fois que vous quittez le pays de l'avoir avec vous. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce sera requis pour revenir au Canada. Je le dis souvent à la blague, on vous laisse toujours partir du pays, c'est jamais un problème. Et pour revenir, il faut s'assurer d'avoir les bons documents, les bonnes autorisations. Donc, si je ne m'abuse, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Ça va me permettre de passer le micro à M. Alain Quirion du ministère de l'Immigration, de la Translation et de l'Intégration. Il va vous parler du programme Accompagnement Québec pour lequel le MIFI est responsable. Oui, Alain? merci beaucoup, Maître Pichette, pour cette présentation très complète et instructive. Je remercie également nos partenaires Québec International. Alors, mon nom, c'est Alain Quirion. Je suis conseiller régional en immigration pour le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, communément appelé le MIFI. Et je suis aussi accompagné de mon collègue, M. Frédéric Lavoie, là, qui est en ligne pour cette petite présentation d'1 heure. Donc, je fais des blagues de 5 minutes rapidement pour Accompagnement Québec, qui est en fait un service gratuit et personnalisé qui est offert aux personnes immigrantes. Alors, que vous soyez au Québec ou encore à l'étranger, ben, c'est un service qui va faciliter votre intégration et votre participation en français à la société québécoise. Parfait. Alors, OK, on joue un petit tour. Les diapositives ont été changées. C'est pas grave. Ça met de l'ambiance à la présentation. Mais... Excuse-moi, c'était par rapport à il y avait 2 petites diapositives sur la francisation avant d'entrer dans le vif de votre programme. Okay. Ah, non, il n'y a aucun problème. C'est toujours intéressant le live.
Alors, à ce moment-là, dans le fond, Accompagnement Québec, c'est que vous allez faire affaire aussi avec un agent ou une agente d'aide à l'intégration. Euh, et vous avez des coordonnées pour, là, ça change un peu cette information-là. Donc, on va passer rapidement à la prochaine diapositive parce que ça va être encore plus simple que ça là, pour entrer en contact avec l'agent d'aide à l'intégration. Alors, parfait. Alors, dans le fond, pour Accompagnement Québec, euh, avant même votre arrivée au Québec, ben, vous pouvez communiquer justement avec un agent d'aide à l'intégration pour débuter vos démarches d'intérêt depuis l'étranger, notamment si vous avez des besoins au niveau du français. Alors, ça va être possible de suivre des cours de français dans une école de langue qui va être partenaire du gouvernement du Québec. Il va avoir également une possibilité de suivre des cours de français en ligne. Si vous avez des besoins au niveau de la reconnaissance des compétences, alors ça va être possible à ce moment-là de débuter des démarches avec Qualification Québec. Et enfin, vous allez pouvoir avoir accès à des séances d'information sur le Québec et ses régions afin de bien vous préparer. Et dès votre arrivée au Québec, alors dès votre arrivée sur le sol québécois, l'agent d'aide à l'intégration vous accompagnera aussi dans une évaluation plus précise de vos besoins. Alors, selon votre statut et profil d'immigration, et entre autres, l'agent d'aide à l'intégration va vous proposer un plan d'action individualisé qui vous permettra par la suite de toucher différents aspects. Et au besoin, l'agent d'aide à l'intégration vous dirigera vers les services et les organismes qui sont partenaires du ministère. Alors, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on retrouve dans le plan d'action individualisé de la prochaine diapositive? Alors, ce plan d'action-là va vous permettre, alors, pour la diapositive suivante, merci. Alors, à ce moment-là, ça va vous permettre, au niveau du plan d'action, de favoriser votre établissement au Québec, au niveau de l'installation. Alors, entre autres, vous avez des questions plus précises au niveau du logement, l'électricité, les questions qui concernent la vie pratique au niveau de la santé, permis de conduire, possibilité aussi de faire certaines démarches au niveau de la régionalisation pour les études ou le travail. Alors, tout cet aspect-là va pouvoir être inclus dans votre plan d'action individualisé. Et si vous avez des questions plus pointues, à ce moment-là, l'agent d'aide à l'intégration pourra référer vers les partenaires terrain qui accompagnent le ministère. Par la suite, aussi, dans votre plan d'action individualisé, vous allez pouvoir découvrir la société québécoise dans notre section de vie collective, avec entre autres objectifs intégration. Vous allez pouvoir aussi, en fonction de vos besoins, apprendre le français grâce à, et même recevoir une aide financière pour vous aider, selon certains cas, pour vous aider là, à bien apprendre le français, effectivement. Si besoin également, vous allez pouvoir aussi bénéficier d'un service pour vous aider à intégrer le marché du travail. Et également, ça va être une démarche qui va vous permettre de vous informer sur les procédures d'immigration de façon générale. Alors, à ce moment-là, on ne rentre pas dans les détails, mais les agents d'aide à l'intégration vont être en mesure de faciliter les démarches d'intégration pour que ça se réalise en toute sérénité. Et au niveau des conditions d'admission pour Accompagnement Québec, qui est gratuit, vous pouvez vous inscrire dès que vous avez un certificat de sélection du Québec, que vous avez un certificat d'acceptation du Québec ou encore un numéro de client auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, communément appelé IRCC. Alors, dès que vous avez en main un de ces trois éléments, alors c'est très, très facile par la suite pour vous inscrire. Vous allez directement sur votre compte Arima. Si vous n'avez pas de compte Arima, bien sûr, on vous invite à en créer un. Et puis, par la suite, lorsque vous allez arriver dans votre compte, vous sélectionnez tout simplement Accompagnement Québec, qui va être situé dans le menu de gauche de la plateforme. Vous suivez les instructions et par la suite, vous allez avoir un rendez-vous. Vous allez recevoir une notification par courriel
et dans le centre de messagerie Arima, là, qui vous confirmera votre rendez-vous avec un agent ou une agente d'aide à l'intégration. Donc, inscription gratuite dans votre dossier Arima. Vous voulez bénéficier du service d'accompagnement Québec qui est offert par notre ministère. Je vous remercie et je cède la parole maintenant au partenaire de Québec international. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, juste reprendre le contrôle, Roger, j'aime bien avoir le contrôle. Est-ce que vous voyez ma présentation? Je pense que oui. Très rapidement, en complément avec les informations que Alain nous a présentées avec le parcours d'accompagnement Québec. Nous, chez Québec International, on a aussi plusieurs activités donc pour vous, les étudiants internationaux et les diplômés internationaux. On a donc des activités en lien avec l'immigration, comme celle à laquelle vous venez de participer. Donc, nous avons les séances d'information de votre établissement d'enseignement qu'on communique pour qu'ils puissent vous transférer donc l'invitation. Et aussi via notre infolette. Donc, on vous invite à rejoindre l'infolette des étudiants internationaux de Québec International. Puis c'est des séances qu'on a pour ambition, en tout cas, d'offrir chaque mois. Donc, si vous voulez revenir à une séance après celle d'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, c'est vraiment des séances qu'on va essayer d'offrir très régulièrement. On a aussi des consultations gratuites avec un avocat en immigration. On vous invite à contacter l'adresse courriel que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et sinon, on peut aussi vous aider pour donc améliorer votre employabilité. On offre certaines activités de maillage professionnel, donc, dont le programme 10 par 10, qui est un programme de visite en entreprise qui a lieu à la semaine de relâche de l'Université Laval à l'automne. Donc, c'est en général la dernière semaine d'octobre. Et à l'hiver, donc en général la première semaine de mars. On a aussi le Salon de l'emploi qui est une idée où en fait c'est vous qui passez en entrevue des employeurs intéressés donc par vos profils, le profil d'étudiants internationaux et de diplômés internationaux. Et on a aussi Profil en bref qui est comme un CV parlé où on vous invite à tourner une vidéo pour vous présenter. On a aussi un sondage qu'on fait chaque année, donc surveiller vraiment vos communications. Chaque année, on fait un sondage sur les enjeux de la rétention des étudiants internationaux avec la filière léger. Donc, c'est très important pour nous que vous répondiez à ce sondage chaque année, en début d'année quand il sort. Et on offre aussi des ateliers sur l'employabilité en collaboration donc avec Options de Travail, mais aussi avec d'autres organismes. Vous allez voir ça passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, ça faisait le tour pour nos services. Donc, si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur votre situation et que vous n'avez pas de ressources au sein de votre établissement d'enseignement pour y répondre, on vous invite vraiment à nous écrire à cette adresse qui s'affiche à l'écran. Donc, nouveaux arrivants @québecentête.com avec vraiment votre nom, votre téléphone, votre programme d'études, votre établissement d'enseignement et un résumé de votre situation. On a vraiment besoin de ces informations-là. La première étape, c'est de vous adresser à un conseiller aux étudiants étrangers, un conseiller aux étudiants internationaux, ou même un conseiller d'orientation pour parler donc de vos enjeux liés à l'immigration. Puis si donc vous n'avez pas de ressources au sein de votre établissement, là vous pouvez nous expliquer. Donc on passerait à une période très courte de questions. On a sélectionné quelques questions pour toi, Roger. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Et ma première question que j'ai pour toi, Roger, on a quelqu'un dans l'assistance qui se demande s'il peut faire une demande de permis d'études après avoir obtenu un permis post-diplôme, parce que cette personne souhaite poursuivre ses études, mais elle voudrait demander un post-diplôme et travailler en même temps. Oui, donc écoutez, il y a deux petites nuances que je veux que vous compreniez bien. C'est possible d'obtenir à la fois un permis d'études et un permis de travail de manière concomitante. Donc, le fait d'avoir demandé votre permis de travail post-diplôme ne vous empêchera pas de redemander un CAQ puis un permis d'études canadien. Par contre,
Rappelez-vous, votre deuxième diplôme ne vous permettra pas d'avoir un autre permis de travail post-diplôme. Donc, dans l'exemple que vous me donnez, c'est possible que vous ne soyez pas en mesure de travailler de façon aussi étendue que si vous étiez 100% concentré sur votre emploi, étant donné que vous avez une nouvelle formation que vous débutez. Donc, est-ce que c'est judicieux de demander votre post-diplôme à ce moment-là? Une question à se poser. Et deuxièmement, ça veut aussi dire que tant aussi longtemps que vous n'aurez pas fini votre prochain diplôme ou abandonné vos nouvelles études, vous ne pourrez pas demander le certificat de sélection du Québec travailleur qualifié. Parfait. Merci beaucoup pour ta réponse, Roger. On aurait une autre question qu'on a sélectionnée d'ordre d'intérêt général. Au sujet des voyages, est-ce qu'on a le droit, quand on est en attente de son permis post-diplôme et qu'on a son permis d'études qui n'a pas encore expiré, est-ce qu'on a le droit de partir, mais surtout de rentrer au Québec? Est-ce qu'on a le droit de voyager? On a toujours le droit de partir, ça je vous l'ai dit, c'est jamais un problème. Dans l'exemple que vous me donnez, par contre, si vous sortez du pays alors que vous n'avez pas encore reçu votre permis de travail post-diplôme, lors de votre retour au pays, normalement, votre droit de travail à temps plein, vous l'aurez perdu. Vous devrez attendre l'émission de votre permis de travail post-diplôme pour réintégrer un emploi à temps plein. Donc, dans l'exemple que tu me donnes, il y a deux possibilités. Soit la personne part et revient pendant la validité de son permis d'études, auquel cas, ça va limiter sa possibilité de travailler en attendant la décision sur le post-diplôme. Ou si elle le part et qu'elle ne revient pas à l'intérieur de la validité de son permis d'études, là, c'est possible qu'elle ne soit pas capable de revenir avant qu'elle ait obtenu son permis de travail post-diplôme. Dépendamment du règle COVID et du passeport de nationalité de cette personne-là. Donc, conseil d'un avocat, peut-être attendre de recevoir le post-diplôme avant de voyager. Je comprends là, que c'est pas facile de prévoir tout ça, puis qu'on veut voir sa famille, on les a pas vus pendant longtemps, je le comprends. Mais quand vous me consultez pour votre statut migratoire, je ne peux pas vous dire que c'est le bon timing. Je comprends que la vie, des fois, vous fait des croche-pieds, puis c'est pas toujours les situations idéales, dans le timing idéal, là, mais comprenez avant de prendre votre décision les conséquences. Parfait. Merci beaucoup pour ta réponse. Prochaine petite question qu'on a sélectionnée. Est-ce que l'attestation d'études, donc l'attestation qui dit qu'on a complété les études, est suffisante pour demander le post-diplôme, sachant que le relevé de notes va arriver plus tard? Je dirais non. Ce que je vois en période COVID, c'est des relevés de notes non officiels qui sont transmis en lieu et place des relevés de notes officiels qui retardent à cause de toutes sortes de raisons COVID. Donc, à ce moment-là, moi, je vous dirais, fournissez tout ce que vous avez et expliquez tout ce que vous n'avez pas. OK? Des fois, les écoles vont vous donner des lettres qui disent eux-mêmes. Moi, j'en ai vu une aujourd'hui. C'est drôle que tu me poses cette question-là. Je l'ai vu une aujourd'hui dans un dossier qui disait relevé de notes, puis en filigrane, dans le document, on voyait non officiel, non officiel, non officiel. Là, la question était de savoir, Roger, est-ce que ça devrait être suffisant? On avait une lettre aussi qui attestait de la fin des études et qui disait à cause de la COVID, on n'est pas en mesure de vous dire à quel moment on va pouvoir vous fournir le relevé de notes officiel, donc et trouver le relevé de notes non officiel. M'attends à ce que le gouvernement fédéral se satisfasse de ce document-là ou à tout le moins maintienne le dossier ouvert jusqu'à ce que le candidat et l'université puissent fournir les documents officiels si jamais l'agent ne voulait pas être flexible là-dessus. Donc, encore une fois, c'est une question de fait. Là, on est dans une situation particulière. Normalement, la réponse aurait été non. Ça vous prend votre relevé de notes. Dans la situation actuelle, il peut y avoir une certaine flexibilité, mais documenter, expliquer, n'assumez pas que vous allez tomber sur un agent gentil qui vous comprend. Parfait. Merci beaucoup pour ta réponse. Comme tu l'as présenté, c'est un permis de travail ouvert et non lié à un employeur. Pourtant, dans le formulaire disponible, il y a marqué de spécifier un employeur. Donc, est-ce que tu confirmes qu'il n'y a pas besoin d'avoir un employeur pour... Exactement. Quand vous allez aller sélectionner le type de permis que vous demandez, là, on parle du formulaire IMM 5710 probablement, lorsque vous allez aller renseigner le type de permis de travail ouvert en français, vous aurez certains champs qui vont devenir, je dirais, non exigés pour vous permettre de valider le formulaire. Souvent, souvent, on va dire aux gens écrivez sans objet ou écrivez n'est pas applicable à ma situation ou
To be determined. Ok, parfait. Merci beaucoup. Prochaine question. Tu me diras si c'est un peu trop personnel pour y répondre ici. Si on a un permis de travail pour effectuer son stage, donc un permis de stage, de fin d'études et qui est valide, et que les études sont finies, mais l'attestation continue à travailler à temps plein en attendant d'avoir le permis post-diplôme. Non, le permis que vous avez n'est pas un permis de travail au sens propre du terme. Le permis dont on fait référence, messieurs, dames, vous allez le reconnaître parce que il n'y a pas l'employeur qui est renseigné, ce sera votre établissement scolaire. Il n'y aura pas d'emploi, il n'y aura pas de lieu de travail généralement qui sont renseignés. Et dans le bas, dans remarque, c'est indiqué permis stage coop souvent. OK? Ça veut dire que c'est un permis de travail qui est relié, exige un stage, un travail à temps plein, des fois rémunéré, des fois pas rémunéré. On vous donne cette autorisation de travail qui vise le stage. Et ça n'étend pas vos droits de travail sur ou hors campus en dehors du stage. Donc, dans l'exemple que tu me donnes, comme l'attestation n'a pas été reçue, on demeure à 20 heures par semaine et hors stage. Ok, prochaine petite question. On a quelqu'un qui a eu son CSQ et qui a déposé sa demande de RP en juin 2020. Et donc là, ça fait presque un an d'attente. Et tu disais que tu ne pouvais pas te commettre sur les délais, mais ils n'ont toujours pas reçu d'accusé réception. Donc, il y a un humoriste québécois il y a quelques années qui parlait de trouble normal. Okay? Donc là, je vous dirais que c'est un trouble normal dans l'état actuel des traitements de résidence. Moi, je vous dirais de communiquer avec Sydney. Ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer un courriel, envoyer un formulaire web, de demander qu'est-ce qu'il y en est. Vous pouvez appeler à IRCC le numéro 1-888-221-00 qu'on a. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'on vous a donné tout à l'heure, donc 1-888-242-2100. Armez-vous de patience, OK? Et lorsque vous parlerez avec un agent, soyez poliment insistant en leur disant, normalement, là, vous devriez au moins avoir un numéro temporaire qui commence par XP ou EX et vous serez en mesure de me le communiquer. Et là, vous aurez un numéro. Et généralement, cet appel-là va probablement déclencher une action, ne serait-ce que de vous envoyer cette fameuse communication avec un numéro temporaire. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, les deux dernières petites questions. Dans le cas où on est en couple, si notre conjoint entame une demande de PEC, diplômé, je suppose, est-ce que l'autre co-demandeur doit remplir des conditions d'admissibilité? En gros, est-ce que le conjoint doit répondre à des conditions d'admissibilité pour passer par le PEC? Tel qu'on le connaît depuis l'été dernier, va exiger un niveau oral français de niveau 4 pour le conjoint et la conjointe. Outre ça, il n'y a pas de règle d'admissibilité pour le conjoint, autre que, évidemment, la fameuse attestation d'apprentissage des valeurs, là, le nom que j'ai de la misère à me rappeler au nom, là, mais qui devrait être fait par tous les adultes. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un critère qui est très discriminatoire, ne vous stressez pas avec ça. Et ce sera les deux cases que vous aurez à cocher à titre de conjoint dans la demande de CSQ. Outre le fait de prouver une relation admissible de marié ou conjoint de fait. OK, parfait. Dernière question. Est-il possible de partir du Canada en ayant son permis de travail post-diplôme en vacances et de revenir au pays sans être en emploi, ou ça prend un emploi pour revenir avec un post-diplôme? Donc là, moi, ce que j'entends dans votre question, monsieur, madame, c'est une référence aux restrictions sanitaires. OK? Donc, là, vous me prenez un petit peu de cours. Je serais porté à croire, dans l'optique que vous avez un permis de travail et que vous êtes établi en sol canadien, vous serez en mesure d'être exempté des restrictions de voyage canadiennes. Ne veut pas dire que vous n'aurez pas de quarantaine à faire à votre retour avec le séjour à l'hôtel et les tests de COVID, mais ce qui veut dire que vous devriez être en mesure de prendre l'avion vers le pays. Si j'ai
quelques minutes, je devrais être en mesure d'aller valider cette information-là. Les liens changent malheureusement assez souvent, mais je crois y être lorsque mon navigateur va afficher ma page. Et donc, c'est ça. Si vous avez un permis de travail valide et que vous vivez habituellement au Canada, vous serez exempté des restrictions de voyage et votre retour au pays sera jugé non discrétionnaire. Super, merci, merci infiniment Roger donc pour la présentation, pour tes réponses à ces petites questions. Donc voilà, on va finir à 6 minutes avant la fin, donc j'en profite vraiment pour remercier aussi Alain Quirion qui donc était notre représentant d'Unifi pour présenter Accompagnement Québec. Désolé pour la petite confusion avec les slides, Alain, mais en tout cas, ce que tu nous as présenté est fort utile. Merci encore une fois, Roger. Toujours un plaisir et toujours très apprécié tes explications. J'aimerais beaucoup remercier aussi l'équipe de Québec International qui est derrière tout ça, donc Monique, Clara et Sylvie qui sont derrière toute cette organisation. Et donc la dernière entité que j'ai à remercier, c'est vous, les étudiants, les diplômés internationaux. Merci d'avoir participé à cette séance d'information sur comment rester au Québec après donc ces études. Et donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre séance d'information sur ce même thème. Et donc petit rappel, la séance n'est pas enregistrée parce que tout ce qu'on dit est vraiment en vigueur d'aujourd'hui. Et la présentation aussi, on ne peut pas vous la transmettre parce qu'il y a justement des slides qui traitent de choses qui peuvent changer en un mois. Donc voilà, si vous avez des questions, on a mis nos coordonnées dans le chat et on a mis aussi quelques liens utiles et des numéros utiles pour vous. Donc encore une fois, on vous remercie et on vous souhaite un très 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 bon week-end. Merci, à très bientôt.